Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous la regardez seul chez vous, fermez la porte et ne répondez pas au téléphone, car je vais vous parler de Scream 6, qui fait suite à la vidéo sur le canal de Scream 5. Je voulais faire cette vidéo car j'ai beaucoup aimé travailler sur la précédente en cherchant chaque petit détail dans le film. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, et si vous n'avez pas vu le film, attention aux spoilers. Ce film m'a rappelé par plusieurs aspects à Scream 2, je m'explique. Déjà pour commencer, Scream 6 est comme le second opus de Scream, vu que ce dernier est un requel et il reprend les mêmes codes que dans Scream 2 ainsi que quelques clins d'œil. Pour commencer, les personnages survivants au précédent opus sont à l'université dans une nouvelle ville, loin de Woodsboro et de leur traumatisme lié à Ghostface. Tout comme Scream 2, le film nous parle de sororité. Dans Scream 2, l'étudiante Cissy Cooper, incarnée par Sarah Michelle Gellar, fait partie de la sororité Omega Beta Theta à Blackmore, et on entend ce nom dans le 6e opus. Ce qui fait beaucoup référence au second opus dans ce film également, c'est la motivation du tueur. Dans le second film, l'un des tueurs est Debbie Salt, ou plus exactement Nancy Loomis, la mère de Billy Loomis, le tueur du premier Scream. Et elle veut venger la mort de son fils comme le tueur de Scream 6, qui n'est autre que le père de Richie, le tueur de Scream 5. Un autre détail sympa, que ce soit dans Scream 2 ou le 6e, le nouveau petit ami de l'héroïne est directement le suspect numéro 1. Heureusement pour Sidney et Sam, leur petit ami n'est pas le tueur et malheureusement pour Sidney, le sien ne survit pas. Gail se reprend un coup dans la gueule pour ne pas changer aussi. Lui, je le mets là comme ça au milieu. Le dernier acte se termine presque dans des lieux similaires. Dans le 2, c'est un théâtre et dans le 6, c'est un cinéma abandonné. Alors celui-là, quand j'ai vu le film, il m'a fait plaisir. Dans Scream 2, le tueur appelle sur le téléphone de Gail alors qu'elle est dans le parc avec Randy et Dewey. Et ils vont essayer d'en profiter pour le localiser, mais le plan échoue et Randy se fait tuer. Dans Scream 6, Sam et les autres essaient de faire pareil lorsque Ghostface les appelle alors qu'ils sont dans un parc, mais cette fois-ci, ce stratagème fonctionne et ils remarquent que le tueur se trouve chez Gail. Il y a aussi le fait que Mandy fait référence à la mort de leur oncle dans un parc en plein jour lorsque Kirby lui dit que Sam et Tara ne risquent rien dans le parc en plein jour. J'aime beaucoup ce genre de détails. Après, est-ce que c'est objectif vu que j'adore cette saga? Et je vais revenir sur la scène du parc une dernière fois. Même si le tueur appelle Gail dans le 2, c'est Randy qui répond. Ce qui fait que l'appel de Ghostface dans le 6 est la première fois que les deux se parlent au téléphone dans la franchise. Hello. Hello, Gail. Strange that you and I have never spoken on the phone. Dans Scream 6, Tara et Chad se tournent autour et finissent par s'embrasser avant que les tueurs arrivent, un peu comme Gail et Dewey dans le 2 avant de se faire surprendre par Ghostface. Tara voit Chad se faire poignarder par le tueur, comme Gail qui voit Dewey se faire sauvagement attaquer dans le studio insonorisé. Et les deux nouveaux couples, c'est-à-dire Gail et Dewey et Tara et Chad, se retrouvent devant les ambulances avec Dewey et Chad sur des brancards. Voilà pour moi ce qui est similaire entre les deux films et que je trouve sympa. Alors là, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais en train d'essayer de voir chaque détail ou référence dans le plan de quelques secondes et j'avais très envie de découvrir cet endroit dans le film. Et c'est un festival de références au film précédent. On nous présente une salle avec des objets des anciens tueurs et des anciennes victimes de Ghostface tout au long de la saga. Je vais essayer de lister un maximum de détails que j'ai pu remarquer. Rappelez-vous la fin de Scream de 1996. Sidney en finit avec Stu en lui faisant tomber la télé sur la gueule. Une scène qui aura fait débat parmi les fans. Est-ce que Stu est réellement mort ou s'il reviendra un jour dans la saga? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Ce qui est marrant, c'est que Kirby s'en sert pour tuer Ethan de la même façon que Stu. Dans le fond de la salle, on peut voir les costumes de chaque tueur de la saga avec leur nom dessous. 9 au total, avec les capes et les couteaux tachés de sang. Les masques ont été volés par les tueurs. Après, je ne vois pas pourquoi le costume de Billy est derrière une glace et pas les autres. Celui-là, je l'ai pas eu tout de suite, je vous l'avoue. Mais on peut voir la corde qui a servi à pendre Casey Baker à l'arbre dans son jardin dans le premier Scream. Contrairement à la corde, lui, il est plus évident. Si vous vous rappelez, Steven Horse est le petit ami de Casey Baker et la première victime de Ghostface. Le tueur l'avait attaché à une chaise et lui avait scotché la bouche pour ne pas crier. Il meurt devant elle car elle loupe une question de Ghostface. Dans Scream 6, on peut voir un mannequin assis sur une chaise et scotché en portant cette veste, reproduisant la scène de la mort. Je viens de voir ça en préparant cette vidéo, mais on peut voir Chad dans Scream 5 porter cette veste également.
Sur ces détails, je vais faire une pierre deux coups. Un peu plus loin, on peut voir sur un mannequin la tenue de Tatum Riley, la sœur de Dewey, la meilleure amie de Sidney et la petite amie de Stu. Donc je disais, on peut voir la tenue qu'elle portait avant de mourir dans le garage. Elle portait un haut vert et une mini-jupe orange. Et juste en face de ce mannequin, on peut voir accroché en hauteur ce qui semble être une partie de la porte du garage qui la tue. Souvenez-vous, elle a tenté de s'échapper par la chatière du garage et reste bloquée. Ghostface met en marche la porte en soulevant son corps et lui brisant le cou. Derrière la tenue de Tatum, on peut voir la tenue du caméraman de Gale, Kenny Jonas, qui est la dernière victime de Ghostface dans Scream de 1996. Il se fait trancher la gorge dans son camion, et dans Scream 6, on voit sa veste et sa casquette, ainsi que sa caméra. On va rester sur les vêtements encore un tout petit moment. On peut voir le t-shirt blanc de Billy Loomis qu'il portait à la fin de Scream, rempli de sang avec les nombreux coups de couteau. Ce clin d'œil est assez voyant. On peut apercevoir le peignoir que portait Stu à la fin de Scream premier du nom, à la soirée du dernier acte. On peut voir le drapeau de l'école de Woodsboro, présent dans le premier et le cinquième opus, un lieu important dans la saga Scream. Dans une vitrine, on peut voir différents livres que Gale a écrits sur les événements qu'elle a vécus aux côtés de Sidney et de Dewey, et qui ont inspiré les films Stab. Les livres en question sont College Terror, Hollywood Horror The True Story of Stab 3, Knife of Doom, Plot of Doom et Knife of the Hunter. Dans les vitrines, on peut voir différents accessoires des films Stab, la série de films fictifs de la saga Scream inspirée sur les meurtres de Woodsboro. On trouve un masque de Ghostface, une affiche de film, un clap, un couteau, une bobine et des Blu-ray. Il s'agit aussi d'une référence à l'unique tueur de Scream 3, Roman Bridger. Accroché au-dessus de cette collection morbide, on peut voir la banderole pour la soirée d'anniversaire de Roman, le réalisateur de Stab 3, ainsi que le tueur de Scream 3, et accessoirement le demi-frère de Sidney. Est-ce que vous vous rappelez de la mort d'Olivia Morris, qui s'est fait sauvagement assassiner par Ghostface dans sa chambre alors qu'elle était au téléphone avec Jill et Kirby? Je crois bien que c'est la seule mort dans la saga où il y a le plus de sang. Limite, il est pas en bâtiment comme il a repeint les murs. Enfin bref, on voit son t-shirt gris à manches longues et son short de pyjama qu'elle portait au moment de sa mort. La première tenue que l'on voit dans le sanctuaire est sur la gauche. Les vêtements de Jill, la cousine de Sidney et l'un des tueurs de Scream 4. C'est la tenue qu'elle portait lorsqu'on a su que c'était un des tueurs et que la police est arrivée chez Kirby. Nous pouvons apercevoir plusieurs couteaux qui ont servi dans des attaques de Ghostface, par exemple celui qui a permis de tuer Casey Baker ou celui qui a servi à agresser Kirby à la fin de Scream 4. Ce qui est sympa comme clin d'œil, c'est l'un des tueurs qui plante Kirby avec le même couteau au même endroit que dans le 4. Dans ce musée des horreurs, sur le côté, on peut voir le soleil sur lequel Derek est attaché avant d'être tué par balle par Mickey, et le masque de la pièce de théâtre d'Eskild. Sur un mannequin, on peut voir la tenue de Madame Loomis dans le dernier acte du second film avec des taches de sang, ainsi que son badge de journaliste et le pistolet avec lequel elle a tiré sur Mickey. Il y a dans cette pièce un objet que j'aurais même pas pensé. Le télécopieur qui contient le script de Ghostface. C'est cette scène où Tom Prince, l'interprète de Dewey, meurt. Tout le monde est sorti de la maison et lui reste pour savoir comment le script se termine, et en essayant de lire la dernière page dans le noir, il allume son briquet et la maison explose suite à une fuite de gaz. Mandy aperçoit le t-shirt de son oncle Randy. Oui, je ne rigole pas. La poêle qui a servi à assommer Steven Stone, le garde du corps dans Scream 3, après s'être fait poignarder dans la caravane. Dans une vitrine, on peut voir le gilet pare-balles qui lui a sauvé la vie et lui a permis de prendre par surprise Roman, le tueur de Scream 3, et de le tuer.
Et pour terminer, il y a une vitrine dédiée à Dewey, l'un du Golden Trio qui est mort. Gale s'arrête devant et on peut voir 2 photos. Une de lui jeune, avec ce qui semble être une de ses premières étoiles de policier de Woodsboro, et une seconde photo de lui plus récente, certainement de l'époque du 5e film, avec une autre étoile, peut-être celle de shérif, et un dessin lui montrant lui jeune et plus vieux, et de son cadavre ensanglanté, ainsi que les 2 couteaux qui l'ont éventré. It's an honor. Voilà pour ce qui est du sanctuaire, ça a été un peu long et je pense que j'en ai loupé quelques-uns. Dites-moi en commentaire combien vous en avez, ça peut être intéressant à savoir. Plongeons-nous sur les références que l'on peut voir dans ce 6e opus en rapport avec le cinéma en général et plus particulièrement les films d'horreur. Allez, on y retourne. Au début du film, après son premier meurtre, le tueur rentre chez lui tranquillement et se pose en regardant Vendredi 13, chapitre 8, se situant à New York comme l'intrigue de Scream 6. Ce qui est sympa comme clin d'œil à Vendredi 13, c'est que le nom du tueur qui regarde le film s'appelle Jason. Come on, Jason. Scream 6 honore une dernière fois Vendredi 13 avec un Ghostface qui prend le métro comme Jason et en plus, on peut voir un New-Yorkais déguisé en Jason dans le métro. Il y a un dialogue entre Sam et Gale à la sortie du commissariat lorsque Samantha lui dit à quand un film sur son livre tiré des événements du 5e opus. Et Gale lui répond que maintenant ils ne font que des mini-séries sur des faits réels. J'ai pris ce dialogue comme une référence à la série Tueur Dahmer. Nous avons la scène du métro avec plein de petits caméos de costumes de personnages de films d'horreur comme Pinhead de Hellraiser, le loup-garou, Michael Myers, Freddy Krueger, Chucky, Midsommar, que je n'ai pas vu mais j'ai reconnu le costume en fleurs que j'ai vu dans la bande-annonce, Jason Voorhees, les jumelles du film Shining, Babadook, Georgie ou Pennywise avec son célèbre ballon rouge, la nonne en coup de vent, j'ai l'impression, et la mariée du film Wedding Nightmare. Pour l'anecdote, les réalisateurs de ce dernier, Wedding Nightmare, sont les mêmes que pour Scream 2022 et Scream 6. Et on voit l'actrice qui joue le rôle principal au début du film qui interprète la première victime. On va retourner pour terminer cette vidéo sur quelques références à la saga Scream, pour changer. Donc, on apprend que l'adresse de Gale est sur la 96e rue et les personnages principaux prennent le métro dans cette même rue avec le nombre 96, écrit un peu partout, ce qui fait écho à la date de sortie du premier Scream en 1996. Dans une scène, on peut voir Mindy et Yannicka sur un canapé en train de manger du popcorn, mais pas n'importe lequel. Du popcorn dans une boîte en aluminium Jiffy Pop qui nous fait penser à la scène d'ouverture du premier Scream avec Cassie Baker qui préparait le même popcorn avant de se faire tuer. Et pour conclure cette vidéo, nous allons finir en parlant de musique, et plus particulièrement de 2 musiques. La première, le thème musical de Dewey, qui revient après que Gale fait allusion à Dewey pendant qu'elle parle à Samantha pour la réconforter. Et la seconde, pour finir, la musique Right Way End de Nick Cave and the Bad Seeds que l'on entend dans la franchise de Scream. On entend cette musique 2 fois dans ce film, pendant que Mindy explique les nouvelles règles pour survivre dans une suite dans une franchise, et juste après que Samantha tue le père de Richie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Ciao!